Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Batman Catwoman. Bam! La maxi-série en 2 épisodes, scénarisée par Tom King, c'est dessiné entre autres par Clayman, par Liam Sharp. C'est disponible depuis la fin de l'année 2022 chez Urban Comics dans la collection DC Black Label Les Petits Gars. Les 12 épisodes, ainsi que d'autres, il n'y a pas que ça, il y a des petits épisodes complémentaires, qui sont donc disponibles dans ce recueil unique qui fait 448 pages pour la modique somme de 35 balles. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va parler de Batman Catwoman. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Tom King s'est occupé du personnage de Batman pendant l'ère Rebirth. Il a grandement travaillé dessus, avec notamment un run très très long que vous trouverez sur Urban Comics, toujours dans la collection DC Rebirth. Un run long de 12 albums, de 12 tomes. Alors pour ma part, je n'ai lu que les 10 premiers. J'ai trouvé ça en dents de scie en fait, tu vois, avec tantôt des choses très bonnes, tantôt des choses exécrables. Et du coup, étant donné que la qualité n'arrivait pas à, vraiment à stagner en fait quoi, c'était tantôt bon, tantôt très mauvais. J'ai décidé d'arrêter après le 10e épisode que pour le coup j'ai trouvé clairement imbuvable et de ne pas aller plus loin. J'avais l'impression qu'il se foutait de ma gueule Tom King avec ce mariage qui finalement n'a jamais eu lieu. Ce mariage qu'il te fait miroiter, pendant pas mal d'épisodes pour au final te dire qu'en fait non, tu as attendu pour rien, tu vois? Voilà, c'est vraiment le début du run de Tom King, moi j'avais l'impression que c'était une pub, tu sais la page de pub que tu as le vendredi soir, à 23h35 avant la révélation du vainqueur de koh. Tu vois comment les casse-couilles cette page de pub? Parce que le lendemain tu te réveilles à 5h du mat, il est 23h35, les mecs poussaient pas bordel et tu as cette putain de page de pub à 23h35 qui fait chier, mais tu es obligé de te la taper pour avoir la suite. OK? Et ben, c'est exactement ça. Le début du run de Tom King, c'était exactement ça pour moi. J'enquillais les pages, il se passait rien de vraiment intéressant, ça me faisait chier, mais je voulais voir le mariage, je voulais assister à ça, c'était quand même mythique, le mariage entre Batman et Catwoman et au final, tout ça pour rien. Donc j'ai vraiment eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule et depuis j'en veux un petit peu à Tom King. Bref, il a beaucoup travaillé sur cette relation entre Batman et Catwoman au cours de l'ère Rebirth Tom King, notamment à travers donc son run principal, à travers un annual qui était excellent pour le coup. Voilà, toujours la qualité en dents de scie, des choses très mauvaises et des choses parfois fulgurantes. Cet annual était une chose fulgurante, j'avais beaucoup aimé son travail. L'annual qui s'appelait À la vie, à la mort, qui d'ailleurs lui-même est disponible chez Urban en tant qu'exemplaire unique, quoi, en tant que one-shot. Même si c'est pas vraiment un one shot parce que ça fait quand même partie de l'ère Rebirth. Donc attention si vous vous procurez ce truc. Et j'avais donc adoré À la vie à la mort et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir 35 balles dans Batman Catwoman. Parce que vous le savez, Catwoman c'est un de mes personnages préférés. Et j'aime bien l'idée de vouloir enfin offrir une relation digne de ce nom à ce couple mythique qu'est Batman et Catwoman parce que, bordel de merde, depuis qu'elle a apparu en 1940, la donzelle, et ben, elle entretient toujours la putain de même relation avec Batman, ça n'évolue pas, ou alors que très peu. Lorsqu'elle est apparue en 1940, alors à l'époque, elle n'avait pas comment dire, son accoutrement de chat, hein. Elle se faisait appeler The Cat, mais c'était juste une belle voleuse, voilà, une jeune femme brune, ténébreuse, une femme fatale, qui, je crois, dans la toute première histoire que j'ai lue il y a un petit bout de temps, donc les souvenirs sont assez brumeux, se faisait passer pour une vieille femme à bord d'un navire, à bord d'un paquebot de croisière, afin de tromper son monde et de dérober un butin. Et puis finalement, Batman finissait par la démasquer. Mais à la fin de l'aventure, eh bien, il la laissait repartir, comme si de rien n'était. Aux grand dames de Robin, qui avait l'impression lui aussi de se faire prendre pour un con, parce que le mec, attends, j'ai travaillé pour rien, ou comment ça marche, Batman? On bosse pour rien, si on laisse repartir les voleurs, c'est quoi le délire, quoi? Bref. Et depuis ce temps-là, depuis cette première apparition de Catwoman, et ben, le couple, il stagne quoi, il se passe rien quoi, à part, un petit baiser volé, au-dessus d'un toit à Gotham, pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors il y a bien des scénaristes qui ont essayé de les marier déjà une première fois, il y a très longtemps, et de leur faire avoir une fille, Helena Wayne, qui de mémoire est la toute première Huntress, bien avant Elena Bertinelli. Mais finalement, il a été considéré qu'il ne s'agissait que d'un récit, alternatif. On était sur Earth 2, la terre du Golden Age et puis finalement, eh bien, ça n'a jamais été rendu canon cette histoire-là. Et ben là, Tom King, il a décidé de reprendre ces éléments-là, pour les réinsérer dans la continuité. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pour ma part, non, parce que, ben, j'aime bien voir les choses évoluer. Il y a un moment, faut que ça faut avancer quoi, hein. Le premier encart et à un moment, faut que ça débouche sur quelque chose, quoi. Bref, Batman, Catwoman. Alors,
pour vous raconter ce qui se passe là-dedans, ça va être assez compliqué. Les petits gars, parce qu'en fait, au niveau de la narration, c'est complètement éclaté. Pas dans le sens où c'est claqué au sol, pas dans le sens où c'est mauvais, éclaté parce que Tom King s'amuse à mélanger plusieurs temporalités. On a 3 temporalités bien distinctes qui ici ne font que s'entremêler, que s'entrecroiser pour au final raconter une seule et même histoire. Est-ce que vous avez déjà regardé le film 21 grammes? Dans ce film-là, on suit plusieurs personnages qui, à première vue, n'ont rien à voir les uns les autres, plusieurs destins. Et puis, c'est comme si au montage, on avait mélangé tous les rushs, qu'on avait tout découpé en morceaux et on avait tout mélangé pour essayer de recoller ça pour faire un film, en fait. Et quand tu regardes 21 grammes, tu as cette impression au début que le film n'a ni queue ni tête, parce que tu passes d'un personnage A à un personnage Z sans te montrer ce qui se passe entre. Tu passes d'une temporalité présente à une temporalité antérieure ou postérieure, enfin bref. Et du coup, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais au final, plus le film avance et plus les choses prennent leur sens. C'est exactement ce qui se passe ici, en fait. T'as l'impression que ça part vraiment dans tous les sens, mais au final, plus tu avances, plus tu lis, plus tu tournes les pages, et plus les choses prennent un sens, en fait. Voilà. Plus ça devient lisible et compréhensible. Et ça, c'est la magie, parce que c'est pas facile d'écrire une histoire de cette manière, mais ça, Tom King sait parfaitement le faire. En tout cas, il nous le prouve ici. En ce qui concerne donc la maxi-série principale, les 12 épisodes, on a donc 3 temporalités, comme j'expliquais. Je peux pas trop vous montrer de pages, les petits gars, parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui tantôt ressemble à une intrigue policière avec son lot de révélations. Et de ce fait, il y a des événements qui sont révélés très tôt, des personnages qui sont révélés très tôt dans l'histoire, et j'ai peur de vous le montrer. Ça risquerait de vous gâcher un petit peu la surprise. Notamment, un personnage qui n'est pas né dans les pages d'un comics, mais sur un autre média. Un personnage iconique pour moi de l'univers de Batman, qui jusque-lors, si je ne dis pas de bêtises, a été utilisé en one-shot. On ne l'a vu qu'une seule fois, ce perso. Et là, Tom King décide de le réutiliser. Et le personnage sert parfaitement à l'intrigue, sert parfaitement à l'histoire. Donc ça, c'est un petit coup de génie de la part de Tom King. Comme il sait les faire de temps en temps. Bref, là, par exemple, il est sur la page là, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer, quoi. Donc pour ce qui est de l'histoire principale, on a 3 temporalités. Je vais y arriver, hein, c'est le bordel à expliquer, putain. On a évidemment le présent. Donc on est dans la timeline de Rebirth, hein, au moment où Batman et Catwoman sont vraiment constamment ensemble. Ils n'ont jamais été aussi proches. Ils sortent tous les deux la nuit affronter le crime en binôme, en fait. Hein. Ils n'ont jamais été aussi proches. Ils sont à 2 doigts de se marier. Je crois que ça se passe un peu avant le mariage, cette histoire-là. Donc voilà pour ce qui est de la temporalité au présent. Ils enquêtent sur une série de meurtres sordides dans Gotham. Tous les sbires du Joker, passés ou présents, sont retrouvés massacrés dans des bains de sang atroces. Et donc, Batman et Catwoman enquêtent pour savoir qui est derrière cette vague de meurtres. Et il y a un autre élément qui intervient également dans cette enquête, c'est la disparition d'un enfant. Voilà. Et là, je peux guère en dire plus parce qu'après, ce serait vous révéler l'intrigue. Ça, c'est pour la temporalité au présent. Pour la temporalité au passé, on est dans un passé assez proche du présent. Pour le coup, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a quelques années, 2-3 ans, on imagine. Et dans ce passé proche, on suit la jeune Selina Kyle, qui est une voleuse des rues, finalement. Alors, est-ce que je peux vous montrer une page de ça? Et qui fricote avec certains malfrats bien connus du Badverse. Voilà, parfait. Hop. Donc elle fait sa vie, je crois qu'elle n'est pas encore Catwoman à ce moment-là. Elle travaille avec le Joker notamment, elle est très très proche du Joker, ce qui est d'ailleurs assez étrange. C'est la caractérisation du Joker par Tom King, ça me fait toujours un petit peu lever les yeux au ciel, quoi. J'ai l'impression qu'il n'a pas totalement cerné le personnage, ou alors c'est moi qui l'ai pas totalement cerné le Joker, mais je le trouve un peu trop humanisé. C'est le problème de Tom King à vouloir tout le temps humaniser ses persos. Il y a des personnages sur lesquels ça marche complètement. C'était le cas de Mister Miracle, c'est pour ça que ce récit était fantastique. Le fait d'humaniser Selina Kyle, ça me va, parce que c'est une fille des rues, elle vit dans un appartement minable, enfin voilà, elle est comme vous et moi finalement, elle mange des pizzas Sodebo, réchauffées au micro-ondes. Par contre, Bruce Wayne qui mange les mêmes pizzas Sodebo, ça m'emmerde. Tu vois, il y a des personnages qui gagnent à être humanisés, et il y en a d'autres, non, ils doivent rester iconiques, ils doivent rester mystiques. Batman, Superman, le Joker... Bref, et c'est le problème de Tom King, c'est d'appliquer le même traitement à tous les persos qui lui passent entre les mains. Et du coup, il y a des personnages qui en ressortent grandis et d'autres. Voilà, ça le fait pas trop, notamment avec le Joker. Donc on voit cette jeune Selina Kyle
dans la rue, qui fricote avec des malfrats bien connus du Badverse. Le Riddler en fait partie. On apprend qu'elle a travaillé pour le Pingouin, enfin avec le Pingouin aussi, et elle est très liée au Joker. Ok, voilà. Ça, c'est pour la temporalité au passé, et donc il reste la troisième et dernière temporalité, le futur. On est sur le même futur alternatif raconté par Tom King dans À la vie, à la mort, ce fabuleux annual que je vous conseille. Alors attention, n'allez pas dépenser 14 balles ou 15 ou 16, je ne sais plus combien il coûte. Voilà, l'annual en question est sorti en one shot. Je pense que c'est la première fois qu'Urban fait ça. Sortir un annual en exemplaire, quoi, en bouquin, en volume, en album. N'allez pas l'acheter. Parce qu'en fait, c'est un annual qui ne fait que 44 pages. Et donc, pour justifier le prix, Urban a rajouté un autre épisode avec les Looney Tunes, là où je sais plus ce que c'était comme connerie. Et j'avais trouvé ça nul à chier. Donc, du coup, ça m'avait un petit peu gâché le plaisir du bouquin. N'allez pas acheter cet album, À la vie, à la mort, puisque ici, c'est republié. Voilà. C'est republié au début de Batman Catwoman. Donc ça, c'est une excellente chose. J'ai pris un gros plaisir, un gros kiff à le relire, cet annual, qui nous raconte la mort de Bruce Wayne, atteint d'un cancer. Alors, c'est pas du spoil, on est dans un futur alternatif, comme j'expliquais. On ne sait pas si c'est un futur alternatif ou si c'est le futur de cette timeline Rebirth, en fait. Bref. Bruce Wayne a contracté un cancer, je ne vous dirai pas comment, on l'apprend dans un épisode supplémentaire qu'on a à la toute fin du bouquin. D'ailleurs, ça m'a un peu gâché le plaisir. Je parle d'un plaisir. Apprendre qu'un mec a un cancer. Non, mais parce qu'en fait, la façon dont il contracte le cancer, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop classique, quoi. Voilà, c'est un truc de super-héros, quoi. Alors vous allez me dire, Batman est un super-héros, connard. Certes, mais j'aurais préféré qu'il chope un cancer comme vous et moi, on choperait un cancer, quoi. C'est-à-dire parce qu'on a trop bouffé de la merde ou parce qu'on a fumé, voilà. Non, là, il chope un cancer, parce que voilà, je vais pas vous spoiler, mais je trouve ça un peu trop classique. Quoi qu'il arrive, ce qui nous intéresse, c'est que le vieux Bruce Wayne, hein, voilà, vous voyez que le couple est vieillissant, Selina elle a des rides, elle a les seins qui pendent, elle a les cheveux gris, est gras probablement, et Bruce Wayne aussi, il est bedonnant, il a une canne, il est fragilisé, et donc il a chopé un cancer, il n'arrive plus à soulever ses haltères, et donc il va mourir. Voilà. Donc ça, c'est À la vie, à la mort. C'est pas du spoil, les petits gars, c'est le propos de base, c'est le synopsis de base de l'agneau. C'est dans le titre, j'ai envie de te dire. Et donc Tom King décide d'explorer davantage cette timeline du futur, dans laquelle Bruce Wayne est mort et donc laisse derrière lui une veuve éplorée, hein, Selina Wayne pour le coup, qui a vieilli, qui est devenue héritière de toute cette fortune. Et ils ont une fille tous les deux, Helena Wayne, encore elle. Et dans ce futur alternatif, Helena Wayne grandit forcément, hein, t'imagines bien, et elle devient Batman. Pas Batgirl, pas Batwoman, Batman. Me demandez pas pourquoi, elle est peut-être non genrée, j'en sais rien, mais c'est elle la Batman de ce futur. Et ce qui d'ailleurs est rigolo, c'est qu'on a un Dick Grayson. Alors je vais essayer de vous retrouver, il y a une magnifique page. Bon, je n'ai pas trouvé, mais voilà. Donc ça, c'est leur fille. Hein. T'imagines bien qu'être la fille de Selina Kyle et de Bruce Wayne, ça doit quand même déglinguer un peu. Parce que t'as les skills de la daronne et du père, et t'as le pognon du père aussi, au passage. Bon. Et ça, c'est Dick Grayson. Dick Grayson, il fait office de commissaire Gordon. Il a vieilli, il doit avoir une bonne quarantaine d'années. Il est beau gosse toujours, hein, toujours avec la beubare bien taillée, tu vois, mieux que la mienne. Bref, il est beau gosse, Dick Grayson, toujours, et c'est lui le commissaire dans la ville de Gotham. C'est très cool, j'aime bien cette réutilisation des personnages. Je trouve ça assez culotté. Et très bien écrit pour le coup. Et donc, dans ce futur alternatif, je vous avais dit que ça allait être un bordel à raconter. Dans ce futur alternatif, la vieille Selina Wayne, qui est veuve, décide de prendre une voiture dans la Batcave, alors pas la Batmobile, hein, mais une belle voiture de sport, voilà, et d'aller régler ses comptes avec un personnage important. Et je ne vous en dis pas plus. Un personnage avec qui elle était liée dans le passé. Et je ne vous en dis pas plus. Alors au début, c'est assez inaccessible comme lecture, parce que vraiment, ça part dans tous les sens. Et quand je vous dis que les 3 temporalités sont complètement éclatées, complètement mélangées, c'est le cas. Sur une seule et même planche, tu peux te retrouver avec le passé, le présent et le futur. Donc à partir de là, tu te dis, mais putain, où c'est que je vais? Je comprends rien, j'ai l'impression de regarder un film indé, tu vois. J'ai l'impression de regarder un film d'Almodovar, en fait. Et du coup, tout prend sens. Il faut juste avoir un peu de patience, prendre son mal en patience, continuer à tourner les pages,
à se délecter du travail incroyable de Clayman. C'est juste la folie furieuse. Regardez cette double page, vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Ah, je vous la montre? Allez. Bam! Oh la vache! Ah, j'aime les super-héros quand ils sont représentés comme ça, bordel de merde. T'as Batman derrière qui est iconique sur le toit de sa petite chapelle là. Et puis t'as Catwoman en gros plan, magnifique costume. C'est le costume de Rebirth, ça, je crois. Avec le trou, les trous en dessous des bras. Elle a des trous aux aisselles, en fait, la Catwoman Rebirth. C'est mieux pour la transpiration et pour se mettre du Rexona. Et donc, du coup, je raconte trop de la merde, putain, faut que j'arrête. Donc voilà, Clayman, c'est la branlée. Chaque page, c'est complètement dingue. C'est complètement ouf, voilà, c'est la branlée visuelle à chaque fois. Et quand c'est pas Clayman, alors Clayman, il fait sur les 12 épisodes, il en fait une bonne dizaine, j'ai envie de te dire. Alors c'est marqué là au début. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12. Et sur les chapitres 7, 8 et 9, c'est Liam Sharp, un autre dessinateur de grand talent. Alors je suis un peu moins fan de son style. Alors là, pour le coup, il a un style qui tranche littéralement avec Clayman, mais c'est voulu. Je vais vous montrer un peu de visuel. Laissez-moi le temps de tourner les pages, bordel de merde, calmez-vous. Voilà, ça c'est du Liam Sharp. Donc un côté beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus décousu. Ça renforce la folie en fait. Voilà. Vous voyez, on a des silhouettes improbables, des formes complètement exagérées. Au niveau de l'ancrage, c'est très spécial. Ici, Batman est littéralement représenté comme une ombre, maléfique presque. Vous voyez, on déforme les proportions. Enfin, il s'éclate, Liam Sharp. Il y a un côté très psychédélique, complètement fou. Vous voyez, le Joker, pareil. Presque caricatural dans sa représentation. Terrifiant, même par moments. C'est Salvatore Dali, ça, non? Et donc là, voilà, c'est deux styles qui sont complètement différents, mais j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'a fait Liam Sharp. Ça m'a rappelé le travail de Dave McKean sur Arkham Asylum. Vous savez, ce côté très foufou, on ne comprend pas tout. On joue avec les silhouettes, on joue avec les ombrages, vous voyez, avec les couleurs aussi. Ici, la pièce est entièrement noyée dans le bleu. Je trouve ça incroyable. Donc, que ce soit Liam Sharp ou Clayman, la partie visuelle, c'est impeccable. Du début à la fin, c'est un sans faute. Voilà. Pour ce qui est de la partie scénaristique, j'ai pris mon pied vraiment, même si au début, comme je vous expliquais, c'est décousu, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fout là. On se dit merde, j'ai encore claqué 35 balles pour un truc auquel je vais rien comprendre et qui va pas rester dans les souvenirs. Mais plus on avance dans l'intrigue et plus ça devient passionnant en fait, et ça devient haletant. Moi j'ai lu ça en one shot. J'ai ouvert le bouquin et quand je l'ai refermé, j'avais tout fini. Non mais parce que vraiment, c'était génial quoi. Et puis il y a une révélation finale, enfin le twist final, je m'y attendais pas spécialement. Voilà, j'ai été surpris, j'ai trouvé ça très cool et on retrouve cette finesse d'écriture qui est propre à Tom King, notamment dans l'écriture du couple. Même si ça peut par moments être son point faible, le fait de vouloir à tout prix humaniser les personnages qui lui passent entre les mains, ça peut être aussi une de ses grandes qualités à Tom King, notamment lorsqu'il écrit les couples. C'était déjà le cas dans Mister Miracle et ben là on retrouve, voilà, cette écriture tout en finesse. Les petits sarcasmes, tu sais, que tu as avec ta gonzesse, les petites engueulades. Alors là, tu as Batman et Catwoman qui sont en train d'affronter des vagues d'ennemis au-dessus d'un bâtiment, mais en fait, ils sont en train de se prendre la tête pour un truc de leur quotidien. Voilà. Et j'aime bien, voilà, ça rajoute un peu de l'humain, sans trop en faire. Ça rajoute un peu d'humain sur une séquence iconique, parce qu'on est quand même en train d'affronter des bad guys au-dessus d'un bâtiment. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis au niveau de la caractérisation, mis à part le Joker, il met en plein dans le mille, Tom King. Selina Kyle est merveilleusement écrite, pareil pour Bruce Wayne. Je trouve aussi, tous les personnages secondaires, le Pingouin, il est brillant, même s'il apparaît que très peu, le peu de fois il apparaît, il est vraiment magistral. Le Riddler, pareil, une très courte séquence avec lui, mais j'ai adoré. Même si c'est plus le Riddler comment dire, de Jeff Loeb. Ce côté un peu trop clown. Un peu clown, pas dans le sens Joker, hein, mais un peu clown dans le sens un peu ridicule, quoi. Voilà. Faut aimer, mais ça me dérange pas, pour le coup. Alors à chaque début de chapitre, vous avez cette double page qui se répète avec le manoir Wayne et les petites loupiottes, les petites fenêtres qui s'allument en fonction du chapitre où vous êtes. Et à chaque fois, l'habillage change. On rajoute un élément, on en soustrait un
pour te teaser ce qui va se passer dans l'épisode. Par exemple, tu peux avoir un petit pingouin pour t'expliquer que tu vas avoir Cobblepot dans l'épisode. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était des petites attentions assez sympathiques. Ça permet de donner un petit peu de vie, même dans l'écran titre, si je puis m'exprimer ainsi. Bref, et puis donc pour terminer, une fois que l'histoire est bouclée, une fois qu'on a eu la résolution, on a, alors combien? On a des petits chapitres supplémentaires qui sont au nombre de 3 interludes, dessinés par John Paul Leon, qui nous a quittés il y a quelques années. Donc paix à son âme. Voilà, je vous laisse admirer son style. Et ce chapitre qui s'appelle donc Interlude met en lumière eh bien, l'origine story de Selina Kyle. Ça nous raconte quand elle était jeune, abandonnée évidemment par ses parents. Donc elle a été recueillie dans un orphelinat et voilà, elle a fait sa vie, elle est devenue une voleuse. Après quoi, elle a travaillé pour le roi des égouts, un personnage que vous retrouverez dans le dessin animé TAS, hein, Batman Animated Series. Et puis on va suivre tout au long de cet épisode, toujours dessiné par John Paul Leon et scénarisé par Tom King. Eh bien on va suivre l'évolution du personnage jusqu'à sa rencontre avec Batman, etc., etc., son passé, son présent et son futur. C'est probablement mon histoire préférée de tout le bouquin, parce que vous savez que Selina Kyle, c'est mon personnage préféré du Batverse, très clairement. Et du coup, bah voilà, on a toute son évolution jusqu'à sa vieillesse. Et une fois de plus, on raccroche les wagons avec à la vie, à la mort, avec Bruce Wayne malade. C'est touchant. Si tu verses pas ta petite larme à l'œil sur cette histoire, franchement, c'est que t'as pas de cœur, en fait. Ensuite, nous avons donc encore un épisode supplémentaire qui s'appelle Elena. Celui-ci est dessiné par Michael Ranin, qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Là, si je te montre la première page, là, voilà. Michael Ranin, qui était le dessinateur principal du début de run de Batman Rebirth, toujours à l'époque avec Tom King. Alors celui-ci, j'en ai pas de grands souvenirs, il m'a pas spécialement marqué. Là, c'est du Tom King tout craché. Voilà. Discussion sur l'oreiller, discussion de couple sur l'oreiller, avec le bébé qui hurle à côté. Et ça, c'est la petite signature dans les récits de Tom King. Les personnages qui ont des t-shirts à l'effigie des héros de leur propre univers, en fait. Et puis enfin, un tout dernier chapitre que j'ai pas trouvé spécialement utile. Très classique dans son déroulement, c'est un combat de Batman contre un super vilain. Et ça va nous raconter, grosso merdo, comment Batman a contracté cette maladie qui va finir par avoir raison de lui. Ok ? Voilà. Et c'est dessiné par... Alors, j'aime pas du tout le style. Je vais vous montrer cette première page. Ça révèle pas grand-chose. Je suis pas du tout fan du style très carré. Ça manque de rondeur. Hein, là, bah, regardez là. Ah, c'est compliqué, quoi. Et c'est dessiné par Walter Simonson. Voilà, j'avais perdu le nom, toujours scénarisé par Tom King, mais je suis pas fan de ce dernier chapitre. Non seulement parce qu'il te raconte quelque chose finalement qui n'était pas très utile et qui est très classique dans son déroulement, donc ça apporte pas grand chose. Voilà. Batman Catwoman. Est-ce qu'il faut avoir lu Batman Rebirth pour le lire, Oz? Je dirais oui. Oui. Alors moi, j'ai pas lu l'intégralité de Batman Rebirth, je le répète, je me suis arrêté après le tome 10, mais je pense qu'il faut avoir au moins lu le début de Batman Rebirth, la première partie du run, on va dire, jusqu'au mariage. Ouais, je pense que ça, il faut l'avoir dans les pattes quand même. En fait, ça, il faut bien comprendre que c'est un DLC. C'est le DLC de Batman Rebirth, justement. Et donc, la question, c'est est-ce que tu as déjà joué à un DLC sans jouer au jeu de base? Non? Eh ben voilà, c'est la même chose. Considère ça comme un DLC, donc oui, lis Batman Rebirth. Même si c'est pas terrible, malheureusement, c'est quand même la base du contexte de ce truc, hein, de Batman Catwoman. Est-ce que je le conseille? Oui, je le conseille. Je le conseille à qui? Je le conseille aux gens qui n'ont pas aimé Batman Rebirth comme moi, parce qu'on retrouve le meilleur de Tom King sans les défauts. En tout cas, c'est ce que je pense. Je le conseille à ceux qui ont, comme moi, pas aimé le run, mais adoré À la vie, à la mort. Eh ben, c'est ça. Voilà, on reprend le concept de À la vie, à la mort et on va à fond dedans. On en fait une maxi-série, quoi. Donc, avec toujours la même finesse d'écriture, toujours la même sensibilité. Et ça fait plaisir. C'est touchant, vraiment. Donc, je le conseille aux gens qui ont adoré À la vie, à la mort. Je le conseille aux gens au-dessus de Batman Rebirth. Laissez une seconde chance à Tom King sur Batman Catwoman. Je le conseille aux fans du Chevalier Noir qui en ont marre de lire des choses classiques sur le Chevalier Noir, justement. Voilà.
C'est quoi Batman avec une vraie vie de famille pour le coup? Je te parle pas de la Bat Family. D'ailleurs, la Bat Family est très peu présente ici, hein. Pas de Robin, présence de Dick Grayson plus que secondaire, donc ça m'a fait plaisir aussi. Bien que j'adore Dick Grayson, c'est juste que pas de Batgirl ou de personnage comme ça un peu insupportable. Donc voilà, les gens qui ont envie de lire du Batman, pure souche, on va dire, c'est là-dedans. Batman, Catwoman. Pour moi, c'est une excellente lecture, c'est du très bon Tom King. Je vais ranger ça à côté de Mister Miracle parce que, ben, voilà, Tom King sait faire d'excellentes choses quand il veut et Batman, Catwoman en est la preuve. Je pense avoir tout dit, j'espère, parce que je vais terminer la vidéo et bah, voilà, hein, joyeuse Pâques à vous, hein. Ciao les zingues.